Bonsoir les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse. Je vais à nouveau la découper en deux vidéos, une partie action et la partie donc macro et indice ici, avec les matières premières et la paire euro-dollar. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On s'était dit les semaines précédentes, attention, on va rentrer dans une zone de ballottement qui peut durer plusieurs semaines, quelques mois éventuellement. Pourquoi? Parce que l'économie est en train d'amorcer sa transition, c'est-à-dire qu'on commence à le voir, on a quelques statistiques économiques qui nous démontrent qu'on commence à tirer un petit peu la langue, que ça commence à être beaucoup plus compliqué et éventuellement on va vers du ralentissement. Et on a d'autres stats économiques qui nous démontrent que bon, ça reste quand même très résilient et la croissance, pour l'instant, certes, elle se ramollit, mais elle reste quand même là. Donc toute la question est de savoir maintenant, si vous voulez, qu'est-ce qu'on va projeter? Est-ce que ce n'est qu'une question de temps pour que ce soit véritablement le ralentissement économique qui prenne le dessus? Et quand on parle ralentissement économique, est-ce que ça sera vraiment un vrai ralentissement bien fort, hard landing, ou est-ce que ça sera juste, voilà, pouillemesque et de quelle durée ça va avoir? Et ensuite, tout ça, ça a une implication évidemment sur l'inflation, sur le fait que jusqu'à présent, l'inflation a baissé essentiellement grâce au prix de l'énergie. Donc si jamais on est vers un ramollissement de la croissance, oui, mais on reste quand même en croissance, ça reste quand même robuste, etc., ben, ça veut dire que si les prix de l'énergie ne baissent pas plus et ça commence à avoir du mal, il va falloir que le reste désinflate. Mais le reste ne va pas trop désinflater tant que l'économie ne se prend pas une charge non plus. Donc on est dans cette zone de ballottement, si vous voulez. Et au-delà de cela, donc on se dit, bon ben voilà, si l'économie résiste, ça veut dire que la Fed va encore monter ses taux de 0,25 points, voire de 0,25 de plus à la prochaine réunion. Si quand on voit les statistiques qui s'estompent, on se dit, bon ben voilà, on rentre en ligne de compte dans le ralentissement économique, donc la Fed ne va plus monter ses taux. En fait, la vérité est certainement entre les deux, c'est-à-dire la Fed va certainement aller au terme de ce qu'elle avait prévu et ensuite elle va faire une pause. Et avant qu'elle baisse ses taux, il se passera très certainement 6 mois, voire plus. Donc en gros, si vous voulez, on n'est plus à 0,25 ou 0,5% près. L'essentiel de la hausse des taux a été faite. La BCE a certainement un peu plus de hausse de taux à faire que la Fed dorénavant. Mais on est là-dedans, on est dans des banques centrales qui ont fait ce qu'elles avaient à faire, qui vont certainement d'ici cet été terminer leur hausse de taux, et après elles vont les conserver au même niveau pendant plusieurs mois, et c'est là où l'erreur peut être faite. Si jamais l'économie prouve ralentir, ils vont vouloir attendre qu'on soit assuré que ça ralentit bien, de la même manière qu'ils avaient voulu attendre quand on commençait à avoir de l'inflation, que l'on prouve vraiment avoir de l'inflation. C'est ça les vraies erreurs des banques centrales, c'est elles sont pas proactives, elles sont réactives, et donc elles sont toujours dans l'attente d'avoir des statistiques. Donc en gros, le marché, il est dans ce ballottement, et c'est ce que l'on retrouve également sur les taux, hein. On retrouve sur l'obligataire américain et le 10 ans américain, par exemple, on retrouve cette phase de ballottement, cette phase de congestion. Vous voyez, en gros, entre la zone des 96 et des 101, il n'y a pas vraiment de décision. On est en train de faire du zigzag. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu de tout. Donc on peut privilégier tous les scénarios. On peut privilégier, tiens, on aura peut-être de la croissance molle avec une inflation qui reste, donc un peu stagflationniste. On aura peut-être les stats de ralentissement économique qui vont commencer à démontrer que le ralentissement économique va devenir de plus en plus sévère. On aura potentiellement des cadavres qui sortiront avec une crise de la dette, quelques faillites chez les assureurs, potentiellement dans de l'immobilier commercial, etc. Donc ça peut faire peur au marché aussi. Mais les banques centrales, globalement, elles vont maintenir les taux ou les monter un petit peu plus, mais les maintenir sur ces prochains mois. Et si jamais il y a des problèmes de liquidité sur le crédit, elles feront comme ce qu'elles ont fait avec la SVB, elles feront comme ce qu'avait fait déjà la Banque centrale d'Angleterre il y a 6 mois ou 9 mois, on relancera un petit peu, on stoppera peut-être le quantitative tightening pendant un certain temps et on relâchera un petit peu des liquidités histoire d'éviter les paniques, etc. Parce que c'est ça, concrètement, c'est si le marché panique que l'on crée les problématiques. Donc, on est au milieu du gué et de toute façon, avant de pouvoir vraiment choisir, il va falloir attendre maintenant plusieurs semaines et continuer d'avoir des stats qui disent un petit peu tout et leur contraire et bien comprendre que voilà, c'est de la transition et que vous pouvez avoir une certaine volatilité dans les stats et ça ne vous donne pas réellement une vraie inclinaison. Et c'est pas là-dessus que les banques centrales vont tout de suite décider. Alors le marché peut se projeter en disant bon ben ça y est, voilà, ça va pousser les banques centrales, mais je pense qu'on aura droit à 0,25 en mai. Et ensuite, on a les résultats des entreprises. Les résultats des entreprises, on voit
le côté hétérogène des marchés actuellement, c'est que si ça ne répond pas à la demande, ça se fait défoncer. Et si ça répond bien à la demande, sur des valeurs qui étaient déjà... elles commencent déjà à être survalorisées, mais en gros elles sont survalorisées. Pourquoi? Parce que tous les flux se concentrent dessus, et tous les flux continuent de se concentrer dessus. Parce qu'à partir du moment, si vous voulez, où vous avez de moins en moins de valeurs qui vous permettent d'avoir une visibilité, etc., ben, tout le monde va sur les mêmes valeurs, donc ça fait du surplus de flux. On se sort en plus des valeurs qui perdent un petit peu du flux, etc. Pas tout le monde va mettre tout sur l'obligataire, donc certes, il y a certainement un petit peu moins de flux sur les actions, parce que les actions en perdent vis-à-vis d'autres actifs un peu plus refuge et de protection pour diversifier les portefeuilles. Mais ce que l'on voit, sur les actions qui gardent une visibilité et qui donnent un côté défensif, comme les télécoms, comme la santé, etc., eh ben, ça fait du coup encore beaucoup de flux disponibles pour moins de titres. Donc c'est ce qui nous crée maintenant les exponentielles. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo. On va faire un focus sur un certain nombre d'actions qui sont des grosses actions, et en plus on a encore pas mal de dividendes qui seront versés. Au-delà des résultats qui vont continuer de tomber, on a pas mal de valeurs qui vont verser aussi des dividendes. Donc il y a fort à parier également que il n'y a pas grand monde qui va vouloir sortir avant de toucher le dividende, même si il faut bien le comprendre, à l'instant T, le dividende est retiré du prix de l'action, et donc à l'instant T, vous gagnez zéro. Ce que vous gagnez d'un côté avec le dividende que vous recevez, vous le perdez en capital, puisque le prix de l'action baisse d'autant. Ce qui change, c'est bon, les impôts que vous allez payer sur le dividende, ce qui pousse le fait que réinvestir les dividendes, c'est plus intéressant. Mais au-delà de cela, c'est si les titres continuent de monter derrière, ben, vous n'aurez rien perdu sur le capital et vous aurez chopé quand même le dividende. Donc là, voilà, ça va se jouer là-dessus. On sent bien qu'on a un marché voilà, qui commence à être très sélectif. C'était déjà le cas, mais là, il est très sélectif. Et on est en attente. Et donc, il ne reste plus que les généraux debout, globalement. On avait parlé d'illusion des indices. Je pense potentiellement même que c'est un terme maintenant qui est de plus en plus utilisé. Il n'y a pas de retour de copyright, mais c'est pas grave. Et ce qui est important, voilà, c'est bien comprendre cette concentration. Et je pense que dorénavant, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de gens en parlent de cette concentration. Voilà, c'est de plus en plus visible. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce que l'on voit, notamment quand les marchés américains ouvrent, c'est qu'on a un surplus de flux qui arrive sur ces valeurs-là. Ça veut dire que c'est aussi beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent investir sur ces valeurs-là. Alors certainement via des ETF, etc. Mais on a des flux qui rentrent là-dessus. Donc en gros, c'est toujours la même chose. On a de moins en moins de valeurs qui répondent à un certain nombre de critères pour les gérants, qui sont donc de plus en plus concentrés. Donc quand vous achetez un ETF, eh ben, vous participez également à cette concentration. Et ça, évidemment, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, il y a une problématique de contrepartie. C'est-à-dire que le jour où il y a quelque chose qui va un petit peu moins bien et que le général tombe au combat, la problématique, c'est que vous vous retrouvez avec beaucoup de gens qui ont des très grosses positions et qui sortiront pas tout d'un coup, mais vous vous retrouvez avec beaucoup de flux qui veulent sortir au même moment, au même endroit, et c'est ça qui peut créer de la volatilité. Et comme ces valeurs-là sont surpondérées dans les indices, eh ben vous pouvez vous retrouver avec des indices qui retrouvent également beaucoup de volatilité. Et ne serait-ce que la semaine prochaine, quand vous allez avoir la distribution de dividendes de Hermès, de LVMH, etc., ça paraît pas beaucoup, mais l'impact sur le CAC 40, si vous regardez le CAC 40 cash, vous verrez tout de suite l'impact. Mais il ne faudra pas l'interpréter comme une baisse du CAC 40, mais juste parce que des surpondérations comme LVMH et Hermès détachent une partie de leur dividende qui est pouillemesque. Hein, je crois que c'est peut-être... je sais plus, c'est du 0,3, du 0,4. Donc sur le CAC 40, je n'ai pas fait les calculs, mais potentiellement vous avez un impact de 0,2 ou de 0,3. Donc c'est pas énorme, mais globalement, il faudra bien prendre en considération que lorsque vous avez ces détachements de dividendes, ce n'est pas nécessairement une baisse que vous devez avoir en ligne de compte. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc pour moi, il n'y a pas de décision, le marché il n'a rien décidé, hein. Donc il est très neutre. Donc si on part vers le haut, ça veut dire qu'on est en train de sortir des cadavres du placard, qu'on est en train d'avoir peur, ou qu'on est en train de vraiment jouer le ralentissement économique à plein. Si on part vers le sud comme ça,
Alors je pars du principe qu'on restera toujours dans la figure, c'est juste qu'on peut très bien partir vers le sud ici avant de rebondir. Ça veut dire on va jouer une crainte un petit peu de stagflation. Mais cette crainte de stagflation, voilà, c'est pas forcément, c'est une sous-vague, c'est pas forcément un truc qu'on va jouer pour le très long terme. Ça sera ensuite, ça sera ce qu'on fera sur le rebond qui nous en dira un petit peu plus. Mais typiquement, là, ça peut être, tiens, l'économie reste encore résiliente, donc la Fed va encore nous monter les taux de 0,25 cette fois-ci, peut-être de 0,25 la fois d'après. Donc on va en profiter pour revenir chercher le support, pour jouer à se faire peur en mode l'économie ne ralentit pas, en plus les prix de l'énergie rebondissent, donc on a l'inflation qui rebondit parce que les autres prix ne désinflatent pas encore. Tout ça, c'est du processus lent, si vous voulez. Donc il faudra éviter de faire des conclusions hâtives sur des stats qui tombent comme ça sur le mois d'avant, alors que si on se projette dans 3-4 mois, il faut bien comprendre qu'on est dans des éléments de transition. Et pour moi, il faudra pas, c'est pas parce que l'inflation va remonter, parce que les prix de l'énergie remontent un petit peu, que tout de suite il faudra dire, ben voilà, l'inflation ne baissera plus, etc. On repart pour un tour, c'est pas certain, si vous voulez. Vous pouvez avoir la désinflation de second tour, c'est-à-dire sur les biens et sur les services, qui va arriver ces prochains mois. Mais tout ça, ça prend du temps. Et comme on le voit, l'économie est encore très résiliente, donc c'est pas demain. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc c'est là qu'il faut prendre en considération. Donc pour moi, voilà comment je le verrai. Mais en gros, tant que vous allez être dans une large figure entre les 95 et les 101, là, le marché c'est pas décidé non plus. Donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la personne qui dit on va se taper une récession, on va vers du hard landing, potentiellement elle a raison. Mais la personne qui dit également l'inflation va rester au point mort et notre croissance va ramollir, mais on ne va pas avoir de ralentissement, potentiellement elles ont raison toutes les deux. C'est juste, on prend le quintet dans l'ordre, c'est-à-dire que potentiellement la deuxième personne va avoir raison maintenant sur ces prochains mois parce qu'on est dans le ballottement, et la deuxième personne aura peut-être raison, mais ça sera que vers la fin de l'année ou 2024, peut-être qu'on en prendra vraiment la mesure. Tout est une question maintenant, si vous voulez, de le marché, lui, il anticipe, mais pour l'instant, je veux dire, il est dans le ballottement et après, il va se décider à anticiper un scénario. Il va anticiper le scénario qui, potentiellement, on le verra dans les stats que dans 6 mois. Donc, c'est ça qui est important de bien comprendre. Donc, pour ça, je regarde l'obligataire qui me sert d'indicateur et pour l'instant, mon obligataire, il ne s'est pas décidé. Mais ce qu'il a décidé, par contre, si vous voulez, c'est de quand même construire une résistance ici sur les 99. Donc, c'est quand même de jouer le fait qu'on va avoir droit à du 0,25 en mai. Et que l'économie ralentit, mais c'est pas non plus un gros ralentissement rapide et bien sec, non, ça se fait, c'est une machine lente, mais c'est le paquebot, vous savez, c'est au début, vous commencez, le paquebot commence à dériver, si vous voulez, donc vous avez l'impression, ça y est, on prend une direction, mais c'est très très lent. Mais c'est à ce moment-là, si vous voulez, où il faut pas douter, parce que la problématique, c'est que comme les banques centrales ne vont pas bouger, ne vont pas être réactives, en fait, le paquebot, petit à petit, va de plus en plus dériver. Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre de la vitesse. C'est à ce moment-là que tout peut basculer et devenir beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort. Et à ce moment-là, les banques centrales, elles réalisent ça que trop tard. Et donc l'effort dont elles ont besoin pour pouvoir remettre tout le monde au milieu est d'autant plus important. Et ça a été exactement la même chose pour l'inflation. Quand vous y prenez un petit peu trop tard, c'est compliqué. C'est comme quand vous avez une infestation de pucerons sur votre arbre fruitier. Si vous les virez quand ils commencent à apparaître, ça va aller, ça ne vous demande pas beaucoup de travail et vous allez sauver la plante. Si vous laissez l'infestation continuer, à un moment donné, vous êtes obligé de couper les branches parce que ça sert plus à rien. Le travail demandé, si vous voulez, pour pouvoir nettoyer et puis sauver, il n'y a plus grand-chose à sauver, il faut couper. Donc c'est exactement la même idée ici. Donc on le verra, ça on peut le dire, mais c'est que dans 6 mois potentiellement qu'on en saura un petit peu plus sur, ok, est-ce que les banques centrales continuent d'être plus réactives comme on a pu le voir pendant le Covid, ou est-ce qu'on revient à ce qu'on connaissait avant des banques centrales, c'est-à-dire que là on est vraiment dans de l'attente et potentiellement un petit peu trop. De toute façon, c'est simple, hein, ils sont dans le biais psychologique, comme ils sont plantés sur l'inflation, ici, ils ne vont pas vouloir se planter. Et donc, ça veut dire qu'ils vont attendre. Ils vont attendre trop longtemps. Donc, on le verra. Donc, ensuite, ce que l'on a sur le Brent, c'est la même chose. Hein. Donc, pour moi, c'est de la neutralité. Donc, ok, on a le coût de l'OPEP, mais le coût de l'OPEP, à un moment donné, si vous voulez, oui, on a beau baisser l'offre, très bien.
mais si on a peur du ralentissement économique, etc., la demande, elle baisse aussi. Donc en gros, c'est kiff-kiff bourricot. Donc là, on est très neutre. Donc on est en attente. Vous cassez par le haut, tiens, on relance l'inflation, le thème de la croissance reste robuste, etc. Et puis on a de la géopolitique par-dessus. Donc là, ça relancera le thème de l'inflation, etc. parce que l'économie est résiliente, donc du coup, les autres biens tangibles et les services ne vont pas baisser encore de prix ou très lentement, donc ça va pas compenser l'augmentation des prix, ou au contraire, on commence à valider vraiment que la croissance commence à s'estomper, etc. et on commence à sortir par le bas ici. Moi, pour l'instant, je resterai très neutre. Et je ne jouerai pas du tout la cassure par le bas à ce stade-là. Ça reste une congestion très neutre, mais on le voit, le marché va se décider incessamment sous peu pour ensuite avoir certainement une sous-vague cet été. Donc là, rien ne sert d'anticiper. Alors chacun peut avoir une idée, j'ai une idée moi-même, mais l'idée ici, c'est de rester le plus objectif possible. On n'a pas de décision encore du marché. C'est pour ça qu'on a l'impression de se faire balloter, qu'il y a des trucs qui se prennent des mines, il y a des trucs qui marchent bien. Donc on ne sait pas trop, si vous voulez, où donner de la tête, parce que le marché est indécis et il est en train de faire le tri des patates et il faut lui donner un petit peu de temps pour faire ce tri des patates. On va regarder au niveau de CAC 40 et on va bien voir cela, c'est haussier, point barre et sur les plus hauts. Okay, et potentiellement, on a de la marge pour monter encore plus haut. Okay, à un moment donné ou à un autre, je pense qu'on reviendra sur les 7400. On a parlé sur l'académie cet après-midi. Moi aussi, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, si on doit avoir une consolidation, celle-ci devrait revenir vers la zone des 7400 points. Mais la seule question, c'est de savoir, est-ce qu'on va aller la chercher maintenant pour remonter ensuite, ou est-ce qu'on va aller chercher les 7007 maintenant pour descendre ensuite? Pour aller chercher les 7007, ça veut dire qu'on joue l'exponentiel à plein sur tout ce qui est L'Oréal, Air Liquide, LVMH, Hermès et compagnie, et on va y revenir dans la deuxième vidéo. Mais c'est pas du tout impossible. Alors bien sûr, tout le monde va commencer à parler que ça commence à être super bien valorisé, mais c'est une question de flux. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, si tout le monde, si vous voulez, si vous avez 100 actions devant vous qui étaient intéressantes auparavant, dorénavant, dans le cheminement avec les résultats que vous en avez plus que 20, et que vous êtes un gérant, je veux dire, donc vous avez peut-être sorti 20% ou 30% que vous avez mis en obligataire, mais vous avez toujours des responsabilités, vous devez suivre un cahier des charges, etc. Bref, vous avez toujours une grosse partie sur action. Au lieu de les investir sur une centaine d'actions potentielles, vous les investissez plus que sur 20 actions potentielles. Donc tout de suite, si vous voulez, même si vous avez réduit un petit peu vos flux, repris du cash ou que vous avez un petit peu diversifié, ça fait toujours beaucoup de flux sur les mêmes valeurs. Et donc vous avez du LVMH, du Hermès et compagnie qui sont en train de prendre des tangentes maintenant en mode exponentiel et qui en plus sont déjà surpondérés et concentrés dans les indices. Donc ça ne fait que se renforcer la surperformance de ces indices-là, comme le CAC 40 actuellement. Donc là, c'est un rouleau compresseur, si vous voulez. Oui, on peut se dire, ça va redescendre, c'est trop haut, etc. On peut tout se dire. Mais en attendant, la hausse peut toujours durer plus longtemps que ce que vous croyez. Et surtout, ça peut prendre une pente exponentielle. Et peut-être que le mois prochain, on est 1000 points plus bas et que les gens seront à dire, ah, voilà, je vous l'avais dit, ça ne pouvait pas tenir, etc. Mais en attendant, si vous prenez réellement, c'est facile pour un analyste et un économiste qui ne prennent pas position de pouvoir dire ça va rebaisser. Mais en attendant, si vous prenez les positions, vous ne pouvez pas vous permettre de tenir des positions et de vous prendre une exponentielle dans la tronche. Donc c'est ça qui est important, si vous voulez, quand on anticipe une position et qu'il n'y a pas de signaux vendeurs, vous devez être dans la capacité de vous dire jusqu'à quand je peux tenir ma position. Est-ce que je peux tenir ma position? Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Autant rester sur le quai, attendre que le marché donne le signal. Tant pis, on n'a pas forcément le point haut, etc. Mais ça coûte très cher souvent de vouloir essayer d'aller chercher le point haut. Donc là, je pars du principe pour moi qu'en effet, 7600 points, ça commence à devenir un morceau, mais vous pouvez toujours avoir une extension. Une extension avec un retour de bâton plus tard, mais on peut aller chercher 7007. C'est pas impossible. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que les grosses valeurs surpondérées sont en train de partir en exponentiel. Donc à un moment donné, on sait qu'il y a quelqu'un qui va siffler à la fin de la récré, mais on ne sait pas quand. Donc on est tous en attente et on attend d'avoir un signal. Et à ce stade-là, il n'y a pas de signal. Le premier signal qui interviendrait pour moi, c'est passer sous les 7500 points. Et a fortiori sous les 7490, et là on attaquerait la conso. L'objectif serait de revenir vers la zone des 7004,
et ou la moyenne mobile 20 qui est en train de remonter. Et donc après, tout dépend quand est-ce qu'on va consolider. Si la moyenne mobile 20 est au-dessus des 7004, on jouera la zone. Mais ça serait le premier niveau. Et après, je pense qu'on rebondira sur ce niveau-là. Et c'est là qu'on pourra commencer à juger, de se dire, tiens, est-ce que ce rebond, il a de la faiblesse ou pas? Et c'est typiquement là où vous pouvez rentrer dans des positions short avec un petit peu plus d'aisance, parce que vous avez déjà un certain nombre de repères. Là, il n'y a pas de repères, on est sur les plus hauts, donc si on veut continuer de monter, on peut continuer de monter. Certains utiliseront des extensions de Fibo, potentiellement. Mais là, l'idée, pour moi, voilà, c'est de laisser faire. Il y a encore de la marge. Alors, j'ai quelques positions en anticipation, ma foi, mais je sais que je peux les tenir. Je n'utilise pas mon levier. Donc c'est ça qui est important pour moi, en attendant d'en savoir un petit peu plus. Une fois qu'on a dit ça, on va aller regarder du côté de notre Nasdaq, puisque c'est la même problématique. Donc c'est toujours haussier, ça consolide un petit peu, mais on a toujours énormément de généraux. Tesla s'est pris une benne à moins 10%, et pour autant, je veux dire, l'indice est quand même resté assez résilient, alors que c'est quand même une grosse pondération de l'indice. Donc la semaine prochaine, on aura du Google, du Amazon, puis après, il y aura du Apple. Donc là, on va commencer à rentrer un petit peu dans le dur. Et actuellement, ce que l'on voit, c'est que le marché, il a validé cette petite oblique ici, et donc on est dans un triangle ascendant. Et ce triangle ascendant, ben à ce stade-là, je veux dire, il ne sert à rien d'anticiper sa cassure. Soit on le casse par le haut, et alors on part en exponentiel là aussi, et on va chercher 13 500, 13 600 points, et c'est pas impossible. Soit, en effet, on casse ce triangle-là par le bas, et sans pour autant renverser la tendance à la baisse, puisque c'est trop tôt pour le dire, on irait quand même chercher, je pense, des potentiels aux alentours des 12 800, 12 700 et des brouettes, cette zone-là, avant de faire le rebond. Et là, on rentrerait dans la congestion dans cette zone ici, où on aurait de la résistance et du support, et on rentrerait dans la congestion, et c'est l'issue de cette congestion-là qui nous donnerait ensuite la suite. C'est-à-dire, soit on arrive à relancer, et donc, je veux dire, on continue de congestionner et de rester dans une espèce de truc à plat en attendant la décision. Soit c'est là qu'on lâche par le bas, et là, c'est votre vrai signal de correction, où les baisses peuvent devenir plus accélérées plutôt qu'aujourd'hui, où si vous voulez vous baisser, hop, vous remontez, etc. Si vous tradez ce genre de truc, il faut prendre les profits assez rapidement. On est dans du mode prendre ce qu'il y a à prendre, et on joue limite dans du trading range. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire actuellement, parce qu'il n'y a pas vraiment de directionnel clair. On est dans de la conso. Donc on est en attente de casser des bornes pour avoir un directionnel un petit peu plus clair et affirmé. Et ensuite, voilà, si on devait casser par le bas, c'est pas fait encore une fois, mais si on devait casser par le bas, il faudrait que les résultats de Google ou Amazon soient vendus. Tesla avait repris pas mal, Google et Amazon n'ont pas repris énormément, donc il faudra vraiment que les résultats soient dégueulasses, si vous voulez, pour qu'on mine un petit peu ces valeurs-là. Potentiellement, c'est l'inverse qui peut se produire. Donc, je ne mettrai pas ma main à couper, pour moi c'est quelque chose de très neutre ici, je veux dire, même si on corrige et qu'on va chercher 12 007, je resterai dans quelque chose de très neutre parce que je partirai du principe qu'on rebondira, et c'est là où ça se jouera ensuite. Là, pour l'instant, c'est trop tôt. On est en train de jouer avec le bas de la figure ici. C'est une chose. Mais voilà, c'est pas décidé encore. C'est clairement pas décidé. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder un petit peu les semi-conducteurs. Et vous voyez, les semi-conducteurs sont beaucoup plus dégradés. Donc c'est ce que je vous dis. Ce qui est important actuellement, c'est de se détacher des indices. Parce que les indices nous envoient une photo. Mais si vous regardez les différents secteurs d'activité, si vous regardez un certain nombre de valeurs de manière indépendante, et peut-être des trackers ou des indices sectoriels, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout les mêmes visibilités. Et là, le semi-conducteur, lui, on voit qu'il est déjà passé en mode consolidation correctif. Donc on voit que sous les 430, il n'y a pas de relance haussière à attendre de semi-conducteur. On est dans du biseau. Donc après, si on casse le biseau, on peut tout à fait relancer. Mais on peut toujours casser le biseau par le bas aussi. Et donc rentrer dans les corrections plus profondes vers la zone des 400. C'est toujours une tendance à moyen terme qui est haussière, mais vous le voyez, là, c'est quelque chose qui, ces dernières semaines, a plutôt dégradé. Et quand vous shortez ça, vous le shortez, si vous voulez, avec des repères. Quand vous shortez un truc qui est sur des plus hauts, vous n'avez pas vraiment de repères. Donc il vaut mieux attendre que vous ayez déjà une première impulsion baissière, ensuite le rebond, et là ça vous permet d'avoir la congestion pour essayer de jouer ça. Ce que l'on a ici, on rentre dans le milieu de congestion, et donc derrière on attend
le sens de sortie pour avoir l'activation. Mais là, qu'est-ce que ça vous dit aussi? Ça veut dire que quand même, le marché est en train d'acter le ralentissement économique. Alors, semi-conducteur, ça dépend où vous êtes sur la chaîne de valeur, bien entendu, mais là, typiquement, ce que l'on voit, c'est que quand même, ça reste un secteur qui est cyclique, et le cycle, on est en haut plus qu'en bas. Donc, à ce stade-là, même si, éventuellement, on peut repousser un petit peu le jeu de quelques mois, en effet, en se disant, vous voyez, la croissance tient quand même, pas si mal que ça. C'est là où ça va se jouer, entre croissance molle ou récession. Pour moi, c'est en regardant mes graphiques que j'en saurai plus sur ce que va décider le marché. Quand on va regarder l'or également, on est dans de la correction. Donc pour l'instant c'est de la correction, mais c'est pas bien méchant. Je garde toujours cette idée d'oblique ici. Alors on va voir si le marché ira la tester. Là c'est un bon support sur les 1970, mais si jamais on peut aller chercher 1950, et ça changera pas grand chose au schmilblick. En fait, éventuellement on est en train de dessiner les pourtours d'une figure un petit peu plus large en triangle ascendant. Donc derrière c'est de la compression qui est en train de se mettre en place, de la congestion. L'argent, c'est la même chose. On revient chercher les supports. Il faudra voir comment ça rebondit, comment ça zigzague, et on va avoir de la construction aussi à se mettre sous là-dedans. Et donc du coup, ce qui est vraiment important, que ce soit pour les matières premières et pour beaucoup d'autres éléments, c'est comment évolue le dollar. Et le dollar, pour l'instant, on le voit, il se cherche un petit peu. Toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'il va continuer de baisser? On peut déborder ici, auquel cas on peut continuer d'aller chercher de la surperformance et de l'exponentielle sur les marchés européens, ou le dollar reprend un petit peu de force. Globalement, ça peut être pour plusieurs raisons, parce qu'on prend un petit peu peur peut-être sur le crédit, etc. Mais du coup, on reviendrait chercher une base de support ici, et on commencerait un petit peu à faire un truc saccadé de congestion là. J'ai pas vraiment d'avis sur ce qui va se passer à ce stade-là. Pour moi, les deux sont tout à fait possibles. Et on n'a pas... mon gros niveau de pivot, il est là, sur les 1,075. Tant qu'on ne casse pas ça à la baisse, pour moi, le dollar reste dans une certaine faiblesse et l'euro dans une certaine force pour essayer d'aller chercher les 1,12. Si on recasse les 1,705 à la baisse, il restera encore des supports, bien entendu, mais là, voilà, on rentrerait dans une espèce de sous-vague où le dollar reprend de la force et potentiellement, on joue... alors, on peut jouer le fait qu'on tient plutôt bien au niveau économique, mais également un petit peu du refuge en revenant un petit peu sur le dollar. Donc, de toute manière, quand vous avez les deux scénarios qui sont possibles, c'est parce que vous êtes au milieu du gué. Mais il n'y a pas, d'un point de vue moyen terme, vous n'avez pas de grosses décisions. Mais pour moi, le mouvement de base reste toujours valide au-dessus des 1,07 et donc on va continuer de le jouer. Voilà un petit peu, et on va finir juste par un coup du DAX, et on va retrouver les mêmes éléments, où le DAX, lui, vous voyez, consolide beaucoup plus que le CAC 40, parce qu'il n'a pas de luxe, et donc on voit tout de suite la différence. Donc à ce stade-là, le CAC, lui, il était les niveaux équivalents, si vous voulez, du DAX qui est ici à 15 007, c'est le CAC à 7 004. Le DAX, vous voyez, est revenu tester cette zone-là pour supporter pour l'instant et tenter de relancer. Le CAC, lui, il ne s'est même pas approché des 7004 pour venir tester. Il y reviendra que le jour où on commence à prendre des profits sur les valeurs du luxe. Donc on voit toute la différence, si vous voulez, sur un indice qui est diversifié comme le DAX. Ils sont assez diversifiés sur beaucoup de secteurs d'activité. Et sur le CAC 40 qui est très concentré. Alors c'est très bien quand ça fonctionne, évidemment, et que tout le monde veut du luxe. On a de la surperformance sur le CAC. Mais un jour ou l'autre, on voudra sortir de la salle de concert et on se rendra compte que les portes de sortie de secours n'ont pas été agrandies pour tout le monde qu'on a laissé rentrer. Voilà, on passe à la deuxième vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez et donc dans la seconde vidéo. Salut les graphes.